Nitreuse, à Karakent, au sud-ouest, et une source d'eau douce située au fond du lac. Il connaît un début d'écoulement au sud-ouest. Le deuxième groupe est constitué par des lacs d'eau douce, auquel appartient le lac d'Eridir, qui fait jonction aussi avec le lac de Roiran. Sa profondeur n'excède pas une quinzaine de mètres. Lui reçoit une alimentation en provenance de la plaine de Karamuk, qui se trouve au nord, et possède un écoulement superficiel vers le lac de Kovada au sud. Le lac de Bourdour passe pour être azoïque, tandis que celui d'Eridir a une faune abondante. Et le même contraste est dressé par le géographe concernant la vie humaine. La vie fuit les bords des lacs salés, les nappes karstiques créent autour d'elle une sorte de no man's land marécageux et répulsif. Néanmoins, si les bords des lacs d'eau douce sont plus souriants, l'activité reste médiocre. Était-ce le cas dans l'Antiquité? Les hommes ont-ils été indifférents à la présence des lacs? Donc, en étudiant les sources textuelles et archéologiques, mais aussi la topographie des territoires, leur toponymie, qu'apprend-on des relations que les hommes ont nouées avec cet environnement? Alors, vous ne serez pas surpris que j'aborderai ma conférence en 3 temps, abordant tout d'abord la toponymie des lacs, puis en examinant plutôt la distribution spatiale des cités autour des lacs, en m'apesantissant plutôt autour du lac de Bourdour, et en observant la topographie d'une cité, celle de Lisinia, autour de laquelle nous avons fait des prospections récentes. Et enfin, je m'interrogerai donc sur l'utilisation des lacs par les hommes. Concernant la toponymie des lacs, Arrien, en décrivant le trajet d'Alexandre le Grand de la Pisidie vers la Phrygie, indique que le lac de Bourdour s'appelait Ascania. Alors c'est un nom qui se rencontre ailleurs, notamment dans 2 passages de l'Iliade, où le poète évoque les Phrygiens venant de la lointaine Ascanie ou de la fertile Ascanie. Alors selon Eugene Lane, qui a rassemblé les textes concernant le culte domaine, le terme ferait référence à l'ensemble de l'Asie mineure et non à une place spécifique. En réalité, il est plus probable que ce nom renvoie à la région d'un autre lac Ascania qui se trouvait en Bithynie. Je ne rassemble pas ici les sources qui le montrent, mais il y en a plusieurs, de Pline, en passant par Strabon, Ptolémée, l'Anthologie palatine et Photius. Alors Strabon, dans le livre 12, affirme qu'on ne trouve pas de lac Ascania ailleurs qu'à cet endroit, donc dans la région de Nicée, en Bithynie. Et pourtant, le témoignage d'Arrien prouve le contraire. La description du trajet emprunté par Alexandre ne fait pas de doute sur l'identité du lac de Bourdour. Il souligne à propos de ce lac que le sel s'y cristallise tout seul et que son utilisation permettait aux habitants, épicorioi, de se passer de sel de mer. Pline l'Ancien mentionne aussi un lac Ascania où l'eau est douce et potable à sa surface, mais nitreuse en profondeur. Et il est très vraisemblable qu'il décrive ici aussi le lac de Bourdour et qu'il faille différencier ce lac dans ce passage d'un lac homonyme qu'il situe ailleurs entre Nicée et Prousias ad Olympum. Cette différence doit être marquée également pour 2 passages successifs du pseudo-Aristote. Dans les Mirabilia, il est question d'abord d'un lac Ascania où l'eau est nitreuse et l'auteur précise que les vêtements n'ont pas besoin d'autres nettoyants et que si l'un d'eux reste longtemps dans l'eau, il se désagrège. Cette description correspond certainement au lac de Bourdour à cause du nitre présent dans l'eau. Quant au témoignage d'Antigone de Charistos, il est elliptique, mais il reprend avec un vocabulaire comparable ce que décrivait le pseudo-Aristote. L'auteur évoque en effet une Ascania dont les eaux potables lavent ce qu'elles portent en elles, sans autre nettoyant, et où se désagrège de lui-même ce qui reste longtemps. Donc il s'agit certainement là aussi du lac de Bourdour. On peut se demander d'ailleurs si le témoignage de Pline ne dépend pas autant de celui du pseudo-Aristote pour le caractère nitreux des eaux du lac que celui d'Antigone de Charistos pour ses eaux potables. Cette signification du toponyme Ascania nous échappe, même s'il est tentant de le mettre en relation avec le mot hittite Ashka, signifiant porte. Quant au lac d'Eridir, aucune source ne mentionne son nom antique. Gustav Hirschfeld et surtout William Ramsay ont supposé qu'il se nommait Limnaï, et cette proposition s'appuie sur la mention d'un évêché du nom Liménaï qui apparaît dans les listes des conciles de Nicée, de Constantinople, de Chalcédoine, mais aussi dans le Synecdémos de Hiéroclès et dans les notices épiscopales. Il est situé au sud du lac d'Eridir, mais sans précision. Le peuplement autour de ces lacs est ancien. James Mellart a montré toute la richesse du site d'Adgelar, au sud du lac de Bourdour, dont les niveaux d'occupation vont du néolithique
au chalcolithique. Et les prospections réalisées par M. Saïd de l'Université d'Istanbul ont permis de relever de nombreux sites allant du néolithique à l'âge du bronze dans cette région. Dans le cadre de cette communication, nous nous limiterons à une réflexion sur les relations que les cités grecques pouvaient avoir avec leur environnement lacustre. J'en viens donc à la distribution spatiale des cités autour du lac Ascania et à la topographie de la cité de Lysinia. Alors aujourd'hui, la grande voie de circulation qui mène du nord au sud longe la rive orientale du lac. C'est la grande route que prennent les autobus qui, reliant Istanbul à Antalya, desservent la ville moderne de Burdur. Or, cette rive était peu ou pas empruntée dans l'Antiquité. Au contraire, il faut souligner le tropisme de la rive occidentale du lac à cette époque. Si Alexandre et son armée longent cette rive, c'est en raison de la rapidité, de la commodité de cette voie comparée à la rive opposée. Sur la rive orientale, au sud de la ville moderne de Burdur, en effet, on voit que la montagne s'avance jusqu'au lac. Aujourd'hui, la baisse du niveau de l'eau fait oublier que cet espace était vraisemblablement peu praticable, du fait d'un niveau plus élevé des eaux qu'aujourd'hui. L'orientation du lac, également, selon une direction nord-est-sud-ouest, explique que le contournement par l'ouest était plus rapide pour aller de Kelaïnaï à Pamékibotos vers la vallée du Lysis, au sud du lac, et éventuellement rejoindre la plaine pamphilienne en passant par le Tchoubouc-Boaz. Les établissements, même peu nombreux, qui se trouvaient sur cette rive, formaient des relais pour les voyageurs qui empruntaient cette route. Alors, lorsqu'il évoque le lac Ascania, Arien ne mentionne que des habitants, épicorioi, mais pas de communauté civique. C'est après la conquête macédonienne, sur cette rive, que se fixèrent les nouvelles cités, Lysinia, Ilias un peu plus au nord et Baris encore plus au nord. Les prospections récentes que nous avons menées en collaboration avec M. Saïd nous permettent de détailler particulièrement l'une d'entre elles, la cité de Lysinia, donc située au sud-ouest du lac. Alors, elle est connue d'abord par des témoignages de Polybe qui évoquent la cité sous la forme Lysinoé. Il la cite au moment où il décrit la marche de Manlius Vulso contre les Galates. Il montre le Romain longeant les bords du lac et les émissaires de Lysinoé viennent offrir la soumission de la cité. Comme les troupes romaines pénètrent ensuite sur le territoire de Sagalassos, il était évident que Lysinia se trouvait au sud du lac. Tite-Live décrit également cette campagne de Manlius Vulso et précise là aussi que c'est au moment où les Romains avancent le long des marais que surviennent les ambassadeurs. Alors, ces pourtours du lac n'étant pas particulièrement marécageux, on voit que Tite-Live interprète en fait le mot limné utilisé par Polybe au sens de marais, palus et non de lac. On trouve enfin la cité chez Ptolémée avec le nom de Lysinia et également dans le Synecdémos de Hiéroclès. Alors, s'appuyant sur ces témoignages, Ramsay plaçait Lysinia sur le Lysis, entre les villages de Kozloudja et Enièche. Et cette localisation a été remise en cause par la découverte de deux inscriptions mentionnant la Boulée et le démos de Lysinia par George Bean en 1956. L'ethnique qui apparaît dans les inscriptions est Lysinéon, tandis que les monnaies de l'époque sévérienne indiquent Lysignéon. L'étymologie du toponyme n'est pas sûre. Rougueux, dans la réelle encyclopédie en 1928, la croyait sumérienne. Cette hypothèse est, semble-t-il, sans fondement. Elle dérive plus probablement du mot grec lusis, comme la rivière Lysis, voisine de la cité. Une des inscriptions que j'évoquais précédemment a été découverte à Uvéic et George Bean a trouvé là les ruines d'une cité sur ce promontoire. Il l'a identifiée avec raison avec la cité de Lysinia, mais il en a laissé une description succincte. Alors, les prospections récentes que nous avons menées permettent de dégager la topographie de la cité. Le promontoire du Véic culmine à 965 mètres d'altitude, domine d'une centaine de mètres les rives du lac. Son sommet est une crête étroite de 500 mètres de long, orientée nord-nord-ouest, sud-sud-est. Les pentes de l'acropole, vous le voyez, sont suffisamment abruptes, ici au nord et à l'est, pour satisfaire à la défense du site et sont dépourvues de fortifications. On y voit pour autant une entaille naturelle, large de 3 à 5 mètres, qui pouvait être utilisée pour rejoindre le rivage. George Bean l'a décrit comme un chemin très escarpé, avec quelques marches encore en place, grossièrement taillées, et des parois rocheuses aplanies. Donc, tout comme les poternes dans une fortification, ce chemin pouvait être utilisé pour effectuer des sorties. Les pentes orientées au sud et à l'ouest montrent en plusieurs endroits des murs rectilignes
Ce sont sans doute des murs de terrasse. L'un d'eux est conservé sur une hauteur d'1,50 m et sur une vingtaine de mètres. Et de ce côté, en réalité, l'acropole devait être défendue à partir du bâti urbain qui se concentrait sur ses pentes. Sur le promontoire, on trouve aussi des rochers taillés qui permettaient très certainement d'offrir un appui à un bâti utilisant des matériaux plus légers. En tout cas, tout le promontoire a été occupé. Les habitations s'étendaient sur ces pentes, orientées au sud et à l'ouest. De nombreux fragments de céramique ont été collectés, surtout sur la pente sud. Ce sont des céramiques d'époque hellénistique, romaine, on y voit de la sigillée, et au pied de l'acropole, surtout des céramiques de l'Antiquité tardive. Il est donc clair, grâce à ces témoignages, que le site de Lisinia n'a été peuplé qu'à partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 7e après Jésus-Christ. Au sommet du promontoire se trouvent aussi des témoignages sur les cultes pratiqués dans la cité. Et l'élément le plus visible est un step-altar localisé sur la crête, non loin de la zone dominant le lac. 3 degrés permettent d'accéder à une plateforme sommitale qui a été arasée, et un second rocher, près du précédent, montre également une partie arasée de forme polygonale avec, à sa droite, une cupule. L'ensemble est orienté à l'est, offre un panorama qui s'ouvre sur un triptyque associant les cieux, les montagnes à l'horizon et les eaux du lac au pied du promontoire. Un peu plus loin, une cupule d'une profondeur de 78 cm et d'un diamètre de 78 cm et d'une profondeur de 32 cm se trouve sur un rocher, vous le voyez légèrement au niveau du sol, avec sur le côté une autre cupule plus petite, qui montre que des cultes étaient pratiqués en ces lieux. L'origine de ces témoignages cultuels est à chercher dans la période antérieure à la fondation de la cité grecque. Ces cupules sont certainement un héritage de la culture louvite qui s'est diffusée dans la cité grecque par l'intermédiaire d'une partie de la population anatolienne qui y fut intégrée. Le step-altar est un élément de la culture phrygienne qui s'est greffé à ce fond anatolien dans le cadre de la cité grecque, qui a donné une place importante par la suite au culte de Cybèle, ce que montrent d'ailleurs les monnaies frappées à l'époque sévérienne. D'autres monnaies de cette époque témoignent aussi de la vitalité de la cité et montrent aussi les divinités qui étaient adorées. Ce sont Apollon, Tyché, mais aussi Mène, dont l'image reproduit la statue de culte du grand sanctuaire d'Antioche de Pisidie. George Bean a noté la présence au pied du promontoire, à 3 endroits, de sarcophages creusés dans le rocher avec des couvercles séparés. Lors de nos prospections, nous avons trouvé aussi un tombeau rupestre à 500 mètres au sud de Lisinia, dans un groupe de rochers au lieu dit Beşiktaş Adası, que vous voyez tout en bas de la carte. Alors le toponyme indique qu'il s'agissait autrefois d'une île, Ada, et cette carte, donc au 25 millième de 1983, montre l'îlot encore entouré par les eaux. Vous voyez qu'aujourd'hui, ça n'est plus le cas. L'entrée du tombeau est orientée à l'est, vers le lac. La chambre funéraire a un plafond à pans coupés, et à l'intérieur, on a 2 lits avec, de part et d'autre, là, d'une allée centrale, et les défunts donc avaient les pieds vers l'entrée et la tête à l'ouest. Alors Lisinia profita certainement de sa position sur la route nord-sud qui reliait Apamekelainai à la côte pamphylienne. C'est sur ce trajet que fut construite la Via Sébasté sous le gouverneur Cornutus Arrutius Aquila en 6 avant Jésus-Christ. Et on a d'ailleurs retrouvé un miliaire de l'époque de la tétrarchie dans le village de Caraquette. Près du site de Lisinia, aucune installation ne montre que le lac était utilisé par les hommes pour traverser directement et favoriser les échanges d'une rive à l'autre ou pour pratiquer la pêche. C'était sans doute le cas aussi, on y voit sur cette photo les grandes plages qui pouvaient en fait servir aux activités très certainement modestes de cette cité. C'était certainement le cas aussi pour la cité d'Ilias, située un petit peu plus au nord, car il est certain que les hommes se sont installés très tôt sur les rives du lac. On a retrouvé quelques ruines au-dessus de la route qui mène au village moderne. Alors, ce qui m'intéresse ici sur cette carte au 200 millième, établie en 1944, c'est que l'on retrouve sur les rives du lac un toponyme, Sal Iskelesi, abrégé, sous une forme abrégée ici.
Alors le terme de marine, échelle, se reconnaît aisément. Vous savez que l'échelle ou la planche qui du navire permettait le débarquement à terre des marchandises ou des hommes a fini par désigner le lieu même, c'est donc le port, le débarcadère. Et donc là, ce terme, iskelesi, est associé au mot sal en turc qui signifie radeau. Il est donc vraisemblable que des embarcations sommaires étaient utilisées traditionnellement pour traverser le lac. On peut se poser la question de savoir si c'était le cas aussi dans l'Antiquité, et ce n'est pas certain, car ce toponyme peut être en lien avec des activités récentes d'exploitation du bois qui s'effectuaient sur les versants du Saut d'Alare et qui étaient à l'origine d'un trafic en direction de la ville moderne de Burdur. Cependant, au nord du lac se tient une troisième cité, la cité de Baris, dans le voisinage du village de Kilic. Cette cité, là aussi, est connue par des inscriptions, des vestiges archéologiques, des monnaies frappées à l'époque d'Adrien à Volusien. Or, sur les bords du lac, à peu près à une soixantaine de mètres du rivage actuel, on trouve les vestiges d'un mur de grands blocs quadrangulaires, jusqu'à 2 mètres à 2,50 mètres de haut, construit sur près d'une centaine de mètres de longueur. Et il est très vraisemblable que l'on a affaire ici à des quais qui formaient le port lacustre de la cité de Baris. Il est donc certain qu'autour du lac Ascania, des activités de transport, de communication s'étaient développées en sus de l'exploitation du sel. Les témoignages recueillis autour du lac d'Éridir offrent-ils une version ou une vision différente? Antioche, comme Apollonia ou Timbriada, sont éloignés du lac. Et même Prostana, dont le territoire bordait le sud du lac, avait une acropole située derrière le mont Viaros. C'était la première diapositive que je vous ai montrée. Alors par là apparaît la seule cité proche des rives du lac. On la voit ici proche du village moderne, en dessous des pentes du Kiranda. Cette cité fut élevée au rang de colonie romaine après 25 avant Jésus-Christ et Barbara Levick s'est interrogée sur le choix de ce site. Selon elle, il n'était pas en position dominante, il ne disposait pas de garnison militaire pour défendre une route, il n'était pas proche de cités avoisinantes qu'elle aurait pu influencer. Donc sa fondation s'expliquerait surtout par la beauté du site, ressemblant au rivage d'un lac suisse ou de l'Italie du Nord. Barbara Levick souligne néanmoins la facilité de communication avec la colonie d'Antioche par une voie directe traversant le lac et empruntant la vallée de l'Antios. Et en effet, le rôle de cette cité ne se réduit pas à des raisons esthétiques. Localisée près de Barla par Louis Robert, les prospections récentes ont révélé l'existence d'un mur de fortification sur les pentes du Kiranda qui donne à cette cité une importance militaire ignorée jusque-là. Sa position géographique sur les bords du lac, que rappellent les types aux navires sur les revers des monnaies du 1er siècle avant Jésus-Christ, lui permettait en effet d'être en relation avec la Phrygie Paroré, par le couloir de Gelendost, avec le territoire d'Apollonia, par le lac de Hoiran, et avec les rives méridionales du lac, menant plus loin à la vallée du Kestros. La circulation terrestre autour du lac n'était pas aisée. Près du village de Mamatlar, seule la route moderne, vous le voyez, perce les pentes raides de l'Anna Mazda qui s'avance jusqu'au lac. Donc la traversée du lac présentait des avantages. Cette situation sur les rives était très certainement un atout. D'autres témoignages montrent que le lac était fréquenté par les hommes. Sur la petite île de Nice, qui appartenait autrefois à la cité de Prostana, a été trouvée une stèle à fronton représentant, vous voyez, un aiskos avec 2 registres. Alors, dans le registre supérieur, vous voyez notamment un homme avec un trident qu'il tient dans la main droite et il serre un grand poisson de l'autre sur la poitrine. Et dans le registre inférieur, vous voyez un navire aux extrémités pointues avec un homme à la proue qui tient un long bâton, alors soit pour aborder les quais, c'est l'hypothèse de Pace, soit une perche qui pouvait servir à mouvoir l'embarcation dans les zones peu profondes du lac, c'est l'hypothèse de Stéphane Le Breton. Et puis un autre, à la poupe, a retiré la rame et avec un trident, vous le voyez, frappe un gros poisson. Et puis il y a un autre personnage, un petit mousse semble-t-il, qui remplit ici le cratère grâce au produit de la pêche.
Alors surtout, l'inscription funéraire, qui peut être datée postérieurement à 212 à cause de la présence des Aurélii, montre ici une inscription qui mentionne une femme avec ses enfants pour son mari qui a été épistate du lac pendant 20 ans et également intendant, proikos. Alors il y a d'autres témoignages qu'on peut ajouter à celui-ci, notamment Barbara Lévy, qui en 1955 a vu une inscription d'époque byzantine, funéraire elle aussi, sur laquelle était représenté un navire. À Ouloubet, sur le territoire d'Apollonia, donc au nord du lac de Roïran, on a pu retrouver aussi sur un cippe quadrangulaire, ici, cette représentation avec une sculpture qui montre une embarcation de type monoxyle, avec à l'arrière un homme qui tient une pagaie et à l'avant un autre qui plante son trident dans un gros poisson. Les monnaies de Prostana également font apparaître Poséidon avec un trident s'appuyant sur un dauphin et vraisemblablement ici ce n'est pas l'ébranleur du sol que l'on vénère mais bien le dieu marin en relation avec la vaste étendue d'eau que formait le lac. Ce lac n'a pas donc été un obstacle entre les cités, bien au contraire. Des territoires même pouvaient être revendiqués par des cités diamétralement opposées de part et d'autre du lac. C'est ce que montre une inscription trouvée à Apollonia, qui a été copiée par Sterret donc en 1884 et qui semble aujourd'hui perdue. Alors l'établissement du texte a été discuté à cause du mauvais état de la pierre. Hirschfeld et Wilhelm l'ont travaillé, de même qu'Anderson et Buckler, mais aussi Calder. Et différentes interprétations ont été proposées, rassemblées notamment par Ramsay dès 1918. Cette pierre est, semble-t-il, une base de statut pour un éminent personnage qui modifie une décision royale qui donnait possession de 3 lieux différents qui appartenaient à Timbriada et les attribue aux gens d'Apollonia. Alors, Ramsay remet en cause la datation haute de Hirschfeld, 189 avant Jésus-Christ, et propose le contexte de la création de la province de Galatie en 25 avant Jésus-Christ. Donc la décision royale serait celle du roi Amyntas, dernier roi de Galatie, et l'éminent personnage, le gouverneur romain. Alors ce texte pose la question de l'identification des lieux concernés. 3 sont nommés. Le premier est une Chora, dont le nom est incertain, peut-être Urama. Le deuxième est un lieu-dit dont le nom est imagé, la tête de serpent. Et le troisième est une vallée conduisant à un lieu nommé Myrsilos. Alors parce que Strabon emploie aussi le mot Olone pour désigner la vallée, enfin une vallée en tout cas sur un territoire des Homonadei, dans les environs du lac Trogitis, non loin de là, Ramsay considère que ce troisième lieu se situerait au nord-est du lac de Roïran. Il affirme aussi que le lieu appelé la tête de serpent correspondrait à la côte ouest du lac de Roïran ou d'Éridir, et le pays d'Urama, lui, s'étendrait sur la côte orientale. Alors les liens que Ramsay tisse à cette occasion entre la toponymie, l'onomastique, les croyances, les rituels religieux relèvent de ce que Louis Robert appelait des hypothèses fantastiques. En fait, rien n'est dit dans ce texte sur la taille des territoires, leur dispersion ou leur caractère contigu. En fait, bien des lieux pourraient correspondre à ces toponymes. L'Olone pourrait très bien se situer au sud du lac d'Éridir, dans la vallée où le lac déverse son trop-plein dans le lac de Kovada, par un bras de rivière qui correspond sans doute à l'ancien Tioulos. Bon, il est très difficile aussi d'interpréter les autres toponymes. La tête de serpent pourrait être un paysage réinterprété par l'imaginaire populaire ou bien un toponyme lié à un récit local. Et quant à la Chora d'Urama, il faudrait déjà être certain de son nom pour espérer la trouver. Pour notre propos, l'important est de constater qu'une cité comme Timbriada, située dans les terres, au-dessus de la plaine d'Aksou, éloignée du lac d'une quinzaine de kilomètres, possédait des terres qui furent ensuite dévolues à Apollonia. Vous voyez que cette dernière avait un centre urbain à l'ouest de la vallée du Popachai et son territoire donc s'étendait jusqu'au lac de Roïran. Alors sans qu'on puisse localiser précisément les 3 lieux mentionnés par l'inscription, il est logique, au vu de la situation géographique des 2 cités, de l'importance prise par Apollonia au moment de la provincialisation, de les placer sur la rive sud-est du lac d'Éridir, donc soit dans le couloir de Gelendost, que vous voyez ici au nord, soit au sud du lac d'Éridir, dans une position proche de la cité de Prostana. En tout cas, les liaisons entre ces lieux
et Apollonia étaient plus aisés en traversant le lac qu'en le contournant par les routes terrestres, ce qui obligeait là à traverser les territoires des cités voisines. En conclusion, l'opposition entre lac salé et lac d'eau douce n'apparaît pas aussi marquée qu'on a pu l'affirmer. Les rives des lacs ont été des lieux propices à l'installation humaine, surtout aux périodes anciennes, depuis le néolithique, mais on remarque un processus de concentration des habitats sur des sites défensifs, proches des rivages ou en retrait sur les pentes montagneuses. Et ce processus, évidemment, s'est affirmé avec la conquête gréco-macédonienne. Cela n'a pas entraîné pour autant un désintérêt, ni pour les terres riveraines, ni pour les lacs eux-mêmes. Il faut bien sûr relativiser ces activités qui s'y déroulaient, qui étaient certainement de faible envergure, mais ne pas négliger non plus le rôle dans les communications entre les hommes. Je vous remercie.